Vous êtes sur OM5 TV, Lénaïque avec vous, et aujourd'hui je suis avec Gabin Bonny qui est attaché culturel du musée d'Aper. Il est métis camerounais, il a vécu toute son enfance, adolescence et même jeune adulte, sa vie de jeune adulte au Cameroun, et puis il débarque à Paris à l'âge de 20 ans. Et alors comment devient-on attaché culturel d'un musée ? En fait, il n'y a pas de formation en tant que telle. Moi, j'ai eu de la chance parce que quand j'étais à l'université, donc à la Sorbonne, mon prof qui suivait mon mémoire de maîtrise, m'a demandé si j'étais intéressé à travailler dans une institution qui était en train de se créer. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans l'institution du musée d'Aper, au début juste pour faire des recherches, faire du classement. Et puis, comme en parallèle, j'ai continué mes études jusqu'au jour où, la direction du musée d'Aper m'a proposé d'intégrer l'équipe, qui n'était pas encore, en fait, il n'y avait même pas encore de musée. Et c'est ainsi que je suis rentré par la grande porte lorsqu'on a ouvert le musée. Ouais. Et puis maintenant... Et aujourd'hui, vous le vivez, hein, ce musée, hein. Oui, parce que, vous savez, c'est comme... j'étais là au début, donc je participais un petit peu à son adolescence. Hein. Maintenant, tout va très bien, hein, ça roule tout seul. Mais à partir de là, on le porte parce qu'on a en nous aussi son histoire. Hein. On a fait son histoire et en nous... Justement, en parlant d'histoire, ce musée est particulier parce qu'on dit que c'est l'espace d'art et de culture pour l'Afrique et les Caraïbes. Oui, uniquement. Uniquement. Bon, en même temps, il y a des ouvertures. Hein. Bon, on n'est pas enfermé de temps en temps, mais c'est vraiment un espace qui, dès le départ, a été conçu, hein, et créé par rapport à ces deux entités. Alors, à l'époque, c'était plutôt un challenge que maintenant, parce que maintenant, ça y est, il y a d'autres institutions, des grands musées, tout ça. Mais à l'époque, c'était la première institution privée, pas l'oublier, hein, qui n'avait pas du tout de subvention et donc qui était financée par Monsieur Levaux et Madame Christiane Fagaret-Levaux. Et pourquoi musée d'Aper ? Alors d'Aper, c'est un humaniste hollandais qui a écrit un livre incontournable sur l'Afrique et d'autres régions du monde d'ailleurs, mais qui a la particularité d'être quelqu'un qui n'a jamais voyagé. Mais il avait, pour moi, c'est même un plus. Pourquoi ? Parce qu'il n'arrivait pas avec des clichés. Oui. Donc parce que il y en a qu'il fallait en rajouter. Hein. Donc lui, non. Il écoutait les autres, faisait des regroupements et après affirmait des choses. Donc, il faisait beaucoup de recherches. Beaucoup de recherches. Hein. Il attendait, il écoutait. Pour une fois deux, trois personnes, même plus, avaient dit là-bas c'est comme ça, etc. Et c'était vraiment un livre de référence. C'est extraordinaire quand même pour quelqu'un qui ne voyageait pas. Oui, mais c'est en même temps, pour moi, une garantie presque de qualité parce que les autres qui voyageaient se sentaient obligés de nourrir un imaginaire, hein, donc d'aventurier, etc. Oui. Hein, et lui n'avait pas ça. Et en plus, c'était un scientifique, hein, donc médecin, et donc faisait des cartes et tout. Et c'est par rapport à ça que on a pris ce nom, hein, et surtout qu'il est vraiment incontournable. Et puis alors, en ce moment et jusqu'au mois de juillet, le musée propose une exposition qui s'appelle « L'art de manger, rites et traditions ». Tout à fait. Ouais. Et alors ça commence, on rentre dans le musée et là on voit une exposition avec une table pleine de clous, des assiettes aussi. Et alors c'est un artiste qui expose. Viniquin, oui, qui vient en France, d'origine béninoise. Et qui est très sensible, à tous les niveaux d'ailleurs, mais à tout ce qui concerne la nourriture. Hein. Et cette table est terrible parce que vous trouvez des clous, hein, une assiette et des couverts. C'est très sobre. Et il y a une seule assiette. Et pour lui, c'est celui qui mange, et les autres, les clous, c'est ceux qui ne mangent pas. Voilà. Donc il y a un message derrière, profond. Oui, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est très engagé, même si il ne le dit pas, puisque au quotidien, il va régulièrement travailler dans des prisons. Vous voyez, hein, donc on peut dire qu'il est engagé, mais il ne fait pas de bruit. Vous voyez, il ne va pas le dire. Il ne va pas révolutionner le monde. Non, pas du tout. Il est très discret, très calme. Mais quand on parle un peu avec lui, il dit oui, je vais une fois par semaine dans les prisons. Je vais donner des cours.
comme ça, de dessin, d'art à des prisonniers. Hein. Mais le problème de la nourriture, même dans tout son art, on le ressent. Hein. C'est vraiment un écorché vif. Et cette table-là, dès qu'on la voit, évidemment, on ne peut pas rester indifférent. Oui, on se demande ce qu'il a envie de dire. Il n'y a pas d'invité, il n'y a rien, mais il dit, voilà, il n'y en a qu'un qui mange. Et les autres, regardez. C'est un peu le reflet de la société. Tout à fait, tout à fait. Puis alors, il y a des œuvres fantastiques. On va en voir quelques-unes là, comme ça. J'ai pris aussi quelques photos sur votre dossier de presse. On fait une visite qui commence donc par cet artiste et on va visiter plusieurs pays africains et vous allez même un petit peu en Océanie. Tout à fait, tout à fait. On a vraiment voulu ouvrir un petit peu tout ce qui est les mythes et puis la façon de manger. Est-ce qu'on mange la nourriture n'est pas neutre en réalité. On sent bien que il y a des plantes qui sont, du moins des aliments qui sont déjà, je dirais, bénis par les dieux. Hein. Par exemple, le fonio au Mali. Bon, à la genèse du monde. Dieu fait descendre ces graines-là. Hein. Donc, c'est tout ça qu'on essaye de mettre en valeur. Et puis, il y a aussi d'autres choses. Pour recevoir, il faut donner. Oui. Hein, si vous ne donnez pas, vous n'aurez pas. Hein, chez les Yoruba, par exemple. Hein. Donc, vous devez nourrir les divinités. Et en retour, hein, vous aurez une bonne récolte. Voilà, vous aurez quelque chose. Hein. Et en plus de ça, il y a aussi des choses qui sont peut-être plus difficiles, mais qui ont existé. Bon, des sociétés d'Océanie, où il y a du cannibalisme, vous voyez. Bon, mais c'est pas manger l'autre pour manger parfois, c'est pour s'accaparer l'autre, du moins ses vertus. Son pouvoir. Son pouvoir. Oui. Et puis, après, ce qui est assez étrange, on mange, on garde sa tête, on la modèle, et quand on a des problèmes, on va voir cette personne, là, le crâne, on lui dit, écoute, j'ai tel souci, protège-moi. Oui. Et pourtant, vous l'avez tué. Vous l'avez tué, vous l'avez mangé. Voilà. Mais c'était avec beaucoup de respect. Et même quand il est mort, il y a beaucoup de respect. Oui, voilà, on retravaille, on remodèle le crâne. Tout ça, donc c'est tout ça qui, c'est pas en même temps, c'est très complexe au niveau de l'individu. Hein. Par rapport à l'autre, manger l'autre, mais pourquoi Et il y a aussi donc ce côté très spirituel. Hein, on ne mange pas, faut pas, je dirais, pas n'importe quoi à n'importe quel moment. Oui. Il y a des moments où on va manger tel ou tel mets en fonction d'une situation, d'un événement qui va être cyclique dans l'année, etc. Puis en fonction des saisons aussi. Hein. Il y a les saisons, mais là aussi, on nous parle de mondialisation et tout. Mais ce qui est extraordinaire, on se rend compte que, par exemple, l'Asie, tout ça, la culture du riz, le riz, en fait, était déjà géré économiquement, etc. Et il y avait déjà une occupation des espaces par le voyage. C'est-à-dire que ceux qui sont partis dans ces régions, on les ont découvertes, c'est eux qui nous ont emmené l'igname en Afrique. Oui. Alors, quand vous dites à certains, l'igname, tu vois, ça vient d'ailleurs. Le maïs vient aussi d'ailleurs. Oui, alors qu'on a l'impression que c'est un tubercule qui est là de tout temps. Voilà. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a eu des gens bien avant qui l'ont apporté. Voilà, c'est le cas, par exemple, comme de l'igname. Mais au Ghana, il y a la fête de l'igname. Et donc, fêtée par les rois une fois par an. Mais maintenant, si vous dites à certains, écoute, en réalité, l'igname, c'est bien les Européens qui l'ont ramené ici, le maïs que tu manges aussi. On voit qu'il y a exactement des certitudes, des vérités qu'on pense acquises et tout ça, mais c'est bien la communication. Et là, il y a un autre facteur extraordinaire, c'est l'eau. Oui. Premier élément qui va nous permettre de voyager, de bouger et d'apporter des tas de choses. Et donc la mondialisation, elle avait commencé depuis très longtemps. Elle avait commencé, oui. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose de nouveau. Et alors il y a des choses aussi extraordinaires parmi tous les objets qu'on peut découvrir en ce moment dans l'exposition, c'est découvrir quelle fonction avait quel objet. Qui avait le droit de le façonner, qui avait le droit de le toucher ou même de l'offrir. Enfin, il y a beaucoup de rituels. Ah ouais, c'est extraordinaire. Oui, il y a par exemple chez les dents ou les grandes cuillères qui vont être utilisées par des femmes qui sont déjà ménopausées et qui pourront en fin de compte jeter le riz comme ça à la volée, hein, mais en signe d'abondance et tout. Et c'est des grandes cuillères et c'est là où ça devient extraordinaire, c'est qu'on oublie la cuillère.
tellement elle est belle, tellement elle est raffinée et tout, et on oublie le côté fonctionnel. Mais en fait, c'était extraordinaire parce que l'objet devait être beau aussi. Hein, il y avait la symbolique de la cuillère, de la nourriture, et puis voilà. Mais l'objet devait être beau. Beau parce que, bon, il y a toute la charge qui est derrière et c'est pas n'importe quelle cuillère. L'objet qui servait à servir et à manger, et aussi l'objet qui servait à contenir, d'ailleurs. Voilà, exactement. Alors, donc, c'est toute cette richesse qui est derrière l'objet. Donc, nous, on ne se rend pas compte parce que, bon, aujourd'hui, tout est vulgarisé, mais c'est extraordinaire de voir le temps que prenait un individu pour créer un objet parce que, bon, il est homme, donc l'objet doit être beau et en même temps fonctionnel. Oui. On ne pouvait pas manger avec n'importe quelle fourchette ou, bon, il y a les fourchettes pour les cannibales ou n'importe quelle cuillère parce que c'est par rapport entre individu homme ou femme, donc là que je mérite quelque chose de beau, quoi. Oui. Hein? Et puis il y avait aussi cette notion de recevoir. Quand on recevait un autre roi ou représentant d'un pays, d'un clan, c'était toute une cérémonie. Est-ce que ce genre de rite, de coutume existe encore? Ah oui, ça existe toujours. Bon, pour le pays d'Attaché, le mien, je sais que quand vous faites certains plats, il est évident que indirectement, c'est vous donner votre place. Reconnaître, attention, tu es vraiment un hôte de marque. Par le temps passé, par la spécificité de ce plat, bon, parce que il y a des plats qui demandent déjà des moyens, ensuite du temps, et donc de l'amour, en fin de compte. Hein, alors, on marque aussi nos moyens à nous, c'est-à-dire que si j'ai les moyens de t'offrir ce plat, c'est que je suis important, et si je t'offre ce plat, c'est que en face de moi, j'ai quelqu'un d'important. Voilà. Et dans l'Océanie, par exemple, il y avait une gestion extraordinaire parce qu'on faisait des très grands plats, parce que des fois, il n'y avait pas assez, mais quand il y avait une manifestation des hôtes importants, tout le monde devait manger, et il y avait une règle, il faut que l'hôte mange jusqu'à ne plus pouvoir manger. Oui. Qu'il soit repu. Voilà, pour dire, voilà, tu vois, là, tu as vraiment mangé et là, tu as ta place. Et donc, il y avait des tout petits plats, mais en même temps, il y avait des grands plats, juste pour donner, en fin de compte, sa place à celui qui allait venir et qu'il ressentait par rapport... il fallait qu'il soit repu, mais il paraît que ça était jusque pratiquement... Il n'en pouvait plus, le pauvre garçon. Ou la prêt à exploser. Voilà, mais il était là, il se disait, mais non, j'en peux... Et quand il n'en pouvait plus, c'est là qu'on lui disait, mais c'était presque une punition. On dit, voilà, maintenant, tu es content, tu as mangé, voilà, tout est bon, voilà, on t'a bien reçu. Et alors, cette exposition au musée d'Appert, elle raconte une histoire du début à la fin? On suit un fil conducteur ou finalement, c'est juste des petits voyages d'un pays à l'autre, comme ça, d'Afrique en Océanie, ou aux Caraïbes? Voilà, justement, et c'est ça qui est intéressant parce que, disons qu'elle vous déstabilise à un moment. Vous vous dites, voilà, il y a une pièce Congo qui est très belle, maternité, une dame qui tient son enfant, etc. Bon, en face, une pièce du Cameroun, et puis paf, d'un coup, une pièce d'Océanie ou d'Indonésie qui vous montre, voilà, eux aussi ont fait ça, les cuillères sont très proches, par exemple sur le plan esthétique, la symbolique va changer. Alors, ça vous met, parfois, ça vous déstabilise un peu, mais ça vous donne une autre réflexion. Vous dites, eux, ils ont fait ça comme ça, comme il y a une cuillère qui plaît beaucoup, une cuillère qui est à la fois, d'un côté, qui sert à boire, hein, le cuillère en plein, et l'autre côté, quand vous la retournez, c'est tout simplement une fourchette. Elle a les deux. Donc on pouvait boire un peu d'alcool et puis hop, on pouvait manger avec. Hein. Mais c'est une cuillère de voyage. D'accord. Que les gens mettaient dans leur sac. Hein. Et donc, dès qu'ils arrivaient quelque part, ils pouvaient, s'il y avait à boire, ils avaient déjà la louche. Hein. Et puis, s'il y avait à manger, ils prenaient de l'autre côté. Voilà, ils changeaient. Voilà. C'est pareil, les Suisses n'ont rien inventé avec leur couteau suisse. Exactement. Voilà, on a ce côté-là. Oui. Alors, cette exposition a été préparée par qui? Parce qu'il y a tellement de choses. Alors, vous avez eu des prêts d'objets qui ont été prêtés par des particuliers. Vous avez eu des objets prêtés par certains musées? Voilà, c'est la spécificité du musée d'Appert. Donc on a un fonds assez important, mais selon les thèmes, on s'enrichit en empruntant à d'autres institutions. Le Quai Branly, par exemple, le musée Tervuren, et en plus de ça, on va aussi chez les privés.
hein, qui ont de très beaux objets et qui nous permet de sortir un petit peu, je dirais, d'une routine esthétique où on verrait toujours les mêmes objets. Mais là, on a des pièces qui viennent donc de Belgique, de Suisse, d'Hollande, voilà. Et ça permet donc aussi aux personnes de voir d'autres collections, hein, qui ont été faites ailleurs, qui se trouvent ailleurs. Mais comme ça, on peut avoir une richesse. On peut voir tout ça. Ça veut dire que quand on est collectionneur, pour pouvoir participer, par exemple, à ce type d'exposition, il faut déjà se faire connaître. Ou alors vous avez une sorte d'annuaire des collectionneurs et vous les contactez parce que vous savez que telle personne a des objets plutôt africains, d'autres plutôt asiatiques, d'autres européens. Voilà, tout ça. Il y a, je peux dire, entre guillemets, un réseau. Bon, déjà, le rapport entre musées est très fort et vraiment très amical. Et ensuite, vous avez des grands collectionneurs, hein, et des musées privés aussi. Donc Barbier Müller, qui est incontournable, qui est l'équivalent du musée d'Appert en Suisse, hein, et qui a énormément d'objets aussi, nous a prêté pas mal d'objets. Donc ça nous permet comme ça d'avoir un brassage. Et puis, il faut savoir aussi que c'est à l'image aussi de système colonial. C'est-à-dire que les pièces du Cameroun, vous en aurez beaucoup plus en Allemagne, parce que c'est un système colonial. Hein. Bon, les grands voyageurs qu'on oublie, les Hollandais, hein, il ne faut pas oublier que c'est quand même des grands voyages. Alors, tout ce qui est Océanie, tout ça, ils en ont énormément, vous voyez. Donc, on revient, ça nous permet aussi, en empruntant aux autres, de refaire, je dirais, leur voyage. Et les Belges, évidemment, on a le Congo, on a énormément de pièces, voilà, Tervuren, voilà. Donc, on voit bien que l'Europe reste à l'image du système colonial, et ça nous permet aussi maintenant de les faire sortir de ces régions, et ces confrontations enrichissent aussi bien ces objets, hein, face à d'autres civilisations, et nous enrichissent aussi. Voilà, donc vraiment, c'est une exposition à voir absolument, l'art de manger, les rites et traditions des pays africains et aussi d'Océanie. Alors ce musée d'Appert, si vous ne savez pas où il faut prendre la ligne 1, c'est ça, pour Charles de Gaulle. Voilà. Charles de Gaulle Étoile ou la ligne 2, Victor Hugo, et puis vous avez aussi la possibilité de prendre le RER pour aller à ce musée, c'est toujours Charles de Gaulle Étoile. On vous donnera bien sûr toutes ces informations. Le musée est fermé 2 jours par semaine, le mardi et jeudi. Le reste du temps, il ouvre à 11h, il ferme à 19h. Et on peut avoir des visites guidées. Guidées, oui, une fois par mois. Et visite guidée. Il y a aussi une très bonne librairie, donc il y a de quoi faire. Et il ne faut pas oublier aussi qu'une fois par mois, il est gratuit. Ah, et alors c'est en général, c'est le dernier jeudi du mois, du mercredi. Dernier mercredi. Voilà, en général. Voilà. Ça dépend, mais ça dépend des jours, parce que des fois, le dernier jour peut tomber. Voilà. Mais on a un jour vraiment offert. À la fin du mois. Entièrement gratuit pour tout le monde. Voilà. Pour tout le monde, voilà. Et si vous voulez plus d'infos, le site du musée, c'est www.dapper.fr. Il y a également une page Facebook, c'est Musée d'Appert, tout simplement. Donc allez-y, l'art de manger à voir, et je vous recommande vraiment une visite guidée parce que vous allez comprendre toutes les petites subtilités de l'exposition. Merci mille fois, Gabin Bonny, et j'espère à bientôt pour parler d'autres expositions au musée. Avec plaisir. À bientôt, au revoir, merci.